Bismillah. Comment une guerre honteuse ravageait toutes les provinces d'Irlande à cause de l'ambition d'une mauvaise reine. Je vais vous le dire. Tout commença par une brouille entre Ailill, le roi du Connacht, et son épouse Maeve. Un soir, alors qu'il venait de se coucher, Maeve déclara: En t'épousant, je t'ai apporté plus de richesses qu'aucune autre ne l'aurait pu. Au ton de sa voix, Ailill reconnut l'approche d'une dispute. Maeve l'avait habituée à ces sortes d'humeurs. Plus le temps passait, plus elle se montrait arrogante et acariâtre. Prudemment, Ailill reconnut: Sans aucun doute, tu es la meilleure des femmes dont je pouvais rêver. Mais il est tard, bonne nuit. Maeve ne se satisfit pas de ce compliment. Se redressant sur son coude, elle secoua son époux qui lui avait tourné le dos. Pour dire la vérité, insista-t-elle, je suis sûre de posséder plus de la moitié des biens de notre ménage. Cette question dépassait le cadre de la simple querelle domestique. Elle engageait l'avenir du royaume. Dans un couple, en effet, l'autorité revient à celui des deux époux qui lui apportent le plus de richesses. Dans ce cas précis, si Maeve l'emportait sur Ailill, elle prenait possession de l'autorité royale. Ce n'est pas une heure pour discuter de ces choses, maugréa Ailill. Laisse-moi dormir, nous verrons cela demain. Maeve consentit à le laisser tranquille pour ce soir, mais dès le lever du jour, on procéda sur son ordre au décompte de tous leurs avoirs. Il s'avéra qu'ils possédaient le même nombre d'armes, le même nombre de vêtements, le même nombre de bijoux, d'or et d'argent, le même nombre d'ustensiles de cuisine, le même nombre de moutons, le même nombre de cochons, le même nombre de serviteurs. Restait à compter les bovins. On rassembla les deux troupeaux et l'on procéda au recensement. On trouvait le même nombre de vaches, de veaux, de génisses et de taureaux. Mais Ailill possédait le beau cornu, un taureau qui, par sa taille, sa force et sa puissance, l'emportait sur tous les autres. Grâce à cette bête, la victoire lui revint. Maeve n'était pas femme à se résigner aussi facilement. Elle enrageait d'autant plus qu'elle avait peu de considération pour son bonhomme de mari, qu'elle jugeait trop indulgent. Elle en était sûre, saurait mener le pays d'une main énergique pour faire du Connacht le plus puissant des royaumes irlandais. Comme tous les ambitieux, elle feignit de penser d'abord à l'intérêt commun. En réalité, habituée à séduire et à voir tous ses caprices exaucés, elle trouvait insupportable de ne pas avoir la première place. Puisque seul un taureau la séparait du trône, il ne lui restait qu'à trouver une bête plus belle, plus puissante que le beau cornu. Ses espions lui apprirent bientôt qu'au royaume voisin d'Ulster, le brun de Cualnge avait la réputation d'être le plus magnifique taureau du monde. Aussitôt, elle dépêcha des messagers auprès de son propriétaire, Daré, fils de Fochtua, pour lui offrir une grosse récompense et lui prêter le brun de Cualnge pendant 1 an. Tu auras de l'or, des armes, et même Maeve te recevra avec amitié, elle qui est réputée la plus belle femme d'Irlande. Alléché par l'offre, Daré accepta et pour fêter cet accord, offrit un banquet aux ambassadeurs de Maeve. Hélas, sous l'emprise de la boisson, les invités prononcèrent des paroles imprudentes. Tu as été bien avisé, dirent-ils, d'accepter la proposition de Maeve. Si tu avais refusé, nous avions ordre de vous massacrer, toi et ta famille, et d'emporter le taureau. Daré, offusqué par ces propos, chassa les messagers de sa maison. De retour dans le Connacht, les ambassadeurs de Maeve se gardèrent bien d'expliquer la raison de leur échec, et pour détourner la colère de la reine sur Daré, ils lui attribuèrent un discours injurieux envers elle. Quand nous lui avons offert ton amitié, au lieu de se montrer flatté comme tout homme le serait, il l'a ricané en prétendant que la dernière des servantes d'Ulster valait mieux que la première des femmes du Connacht. Pour faire bonne mesure, ils ajoutèrent: Daré prétend qu'un seul Ulat suffirait à repousser les armées de n'importe quel autre royaume d'Irlande, et que le temps est proche où le roi d'Ulster viendra s'emparer du Connacht. Doublement piqué dans son orgueil, Maeve se rendit aussitôt chez Ailill pour exiger qu'il lave l'affront fait à son épouse et à son royaume. Le roi résistait rarement à sa virulence. Il refusa tout de même de déclarer la guerre à Ulster, au motif qu'un Ulat avait repoussé l'amitié de sa femme. Alors Maeve envoya des ambassadeurs aux 3 royaumes voisins. L'arrogance des Ulats est une menace pour nous tous, expliquèrent les messagers. Après le Connacht, ils attaqueront Meath, puis le Munster, et enfin le Leinster. L'Irlande ne connaîtra la paix que lorsque ces fauteurs de troubles seront anéantis. Et pour emporter la décision, ils ajoutaient: Nous sommes assurés du succès. Bientôt viendra la période où les guerriers d'Ulster ne peuvent porter les armes, car ils sont cloués dans leur lit par la malédiction du Macha. Profitons-en.
Les trois armées se rassemblèrent dans le Connacht. Ailill fut bien obligé d'y adjoindre la sienne. Neve confia à Fergus, pour qui elle nourrissait un tendre penchant, la charge de la guider. Fergus, en effet, connaissait l'Ulster puisqu'il y était né. S'il servait à présent un souverain étranger, c'est que Concobar l'avait un jour mis dans l'obligation de manquer à sa parole. Accablé de honte, il s'était exilé en ruminant sa rancœur. Armé et équipé pour le combat, Neve prit place à son côté. Si Fergus rêvait de se venger de Concobar, il conservait de l'affection pour les Ulates. Neve savait que, se refusant à les vaincre par surprise, il leur avait envoyé un messager pour les avertir d'une attaque imminente de leur territoire. Aussi se tenait-elle sur ses gardes. Lorsqu'elle s'aperçut que Fergus, au lieu de se diriger droit sur la frontière, amorçait un détour, elle s'en inquiéta sur un ton plutôt sec. C'est que, expliqua Fergus, le chemin le plus direct traverse les terres de Cuchulainn. Le champion des Ulates ne connaît pas les douleurs des femmes car il n'était pas né quand Macha lança sa malédiction. Pas encore né, mais alors il est à peine en âge de porter les armes. Il est très jeune en effet, mais il a sur le front la lumière des héros. Quand la fureur guerrière le saisit, il faut le plonger dans 3 bains d'eau froide pour calmer son ardeur et éviter qu'il massacre ses amis aussi bien que ses ennemis. Neve haussa les épaules et donna l'ordre de marcher droit sur la rivière qui marquait la frontière de l'Ulster. Au milieu du gué se dressait un chêne sur lequel une formule magique gravée dans l'alphabet secret des druides interdisait à l'armée de passer. Neve envoya 3 éclaireurs l'abattre, mais comme ils pénétraient dans l'eau, un guerrier fondit sur eux en hurlant. Il était terrible à voir, de ses cheveux noirs à la base, rouges à leur pointe, des étincelles jaillissaient. Ses mains étaient si larges qu'elles paraissaient avoir 7 doigts. L'eau bouillonnait autour de ses chevilles. D'un seul coup d'épée, il faucha les 3 hommes avant de regagner l'autre rive. Cloués par la terreur, les archers ne songèrent même pas à bander leur arc. « C'est Cuchulainn, dit Fergus. Quand il est en colère, il revêt un aspect monstrueux. Nul ne peut en soutenir la vue sans sentir ses os trembler, ses forces l'abandonner. Puisque ce n'est qu'un homme et non une créature de l'autre monde, je sais comment supprimer l'obstacle, répliqua Neve. Elle dépêcha un messager à Cuchulainn pour lui offrir 12 troupeaux de bœufs et 80 jeunes filles, s'il consentait à détourner le regard, tandis que l'armée passerait la rivière. Cuchulainn répondit en des termes bien peu acceptables pour la dignité royale de Neve, termes que le messager eut tout juste le temps de rapporter avant de s'écrouler mort. Alors Neve lui envoya sa propre fille, Findabair. Jeune héros d'Ulster, laisse l'armée franchir ce gué et je deviendrai ta femme. Tu seras honoré pour cela et plus tard tu régneras sur le Connacht. Cuchulainn, d'un seul coup d'épée, trancha les nattes de la jeune fille qui n'avait jamais été coupée. Après quoi, il déclara méprisant « J'ai déjà une épouse, la sage Emer. » Et il la renvoya empli de honte à sa mère. Neve enragée. Cette résistance inattendue contrariait ses projets. Les soldats Gembe, redoutant la magie qui protégeait la frontière autant que son terrifiant gardien. Quant aux alliés de Neve, conscients que la faiblesse des Ulates ne durait qu'un temps, ils commençaient à se demander si elle ne les avait pas trompés en prétendant l'expédition facile. « Toi, tu connais Cuchulainn, dit-elle à Fergus. Va le trouver, demande-lui ce qu'il exige pour nous laisser franchir le gué. » Quand Cuchulainn aperçut Fergus, il s'écria joyeux. « Est-ce bien toi, mon ami, toi qui m'initiais à la conduite d'un char, au lancement du javelot, au maniement de la fronde ?»« C'est moi, en effet, et je suis fier de voir quel guerrier tu es devenu. Que me veux-tu aujourd'hui? Ne me tiens pas rigueur de ce que je vais dire, car ce n'est pas moi qui parle. Neve emprunte mes lèvres pour te demander, puisque tu as refusé la richesse, le plaisir et les honneurs, ce que tu exiges pour nous laisser passer. Rien de ce que Neve peut offrir, mais pour ma gloire, voici ma réponse. Que la reine m'envoie chaque matin un champion. Aussi longtemps que je l'affronterai, l'armée avancera. Elle s'arrêtera sitôt que je pousserai un cri de victoire. » Neve accepta le marché et sélectionna les meilleurs guerriers. Des 4 provinces, mais les combats étaient si courts que l'armée n'avait pas le temps de franchir la rivière. Pourtant, les champions ne ménageaient pas leurs efforts. Et Cuchulainn recevait bien des blessures, mais cela n'altérait pas ses forces. Car pour en guérir, il lui suffisait de se baigner à la nuit tombée dans la rivière où son père Luc versait le remède préparé par Dianect, le médecin des dieux. Le 5e jour, Neve convoqua Fergus. D'où lui vient sa science des armes?
D'abord, le roi Concobar, son oncle, me le confia, mais très vite, je n'eus plus rien à lui apprendre. Alors il resta une armée entière auprès de Skatak, la sorcière. C'est elle qui acheva son éducation. Si un homme avait reçu le même enseignement, ne serait-il pas de force égale au maniement de l'épée? J'ai justement entendu un guerrier de ta suite, un Nulat nommé Ferdiad, se vanter d'avoir été le disciple de Skatak. Ferdiad est l'ami de Cuchulainn, jamais il ne consentira à se battre contre lui. Un sourire rusé étira les lèvres de Mève. S'ils ne veulent pas se tuer, tant mieux. Ils se contenteront d'échanger des passes d'armes. Pendant ce temps, l'armée avancera enfin. Soupçonnant la raison pour laquelle la reine le convoquait, Ferdiad refusa d'abord de quitter sa tente. Mève lui envoya 3 bardes. Ferdiad savait que s'il refusait de céder, les poètes composeraient sur lui des chansons satiriques qui jetteraient la honte sur son nom. La mort dans l'âme, il dut se résoudre à obéir. Mève offrit à Ferdiad un festin, de riches présents, et déploya toute sa séduction à laquelle peu d'hommes résistaient. En vain, Ferdiad ne voulait pas combattre son ami. « Eh bien, soupira Mève, je constate que Cuchulainn ne mentait pas quand il prétendait que tu n'oseras pas te mesurer à lui et qu'à son seul nom tu prendrais tes jambes à ton cou. » Vexé, Ferdiad, dont le jugement était quelque peu brouillé par la bière, l'hydromel et le parfum de Mève, jura alors de donner une leçon à Cuchulainn. Le lendemain matin, dégrisé, il comprit que la reine l'avait berné, mais il était trop tard. Son serment le liait. Il appela donc son cocher pour qu'il prépare son char. Quand il arriva au bord du gué, Cuchulainn lui réserva un joyeux accueil. « Hélas, dit Ferdiad, je viens en ennemi. Cela m'attriste, mais je sais qu'il n'y a pas de haine en toi. Seule la guerre nous dresse l'un contre l'autre. Choisis aujourd'hui les armes dont nous userons. Nous étions autrefois de force égale au jeu de l'arc. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui. » Toute la matinée, ils décochèrent leurs flèches en si grand nombre et si rapidement que le ciel semblait zébré par une pluie d'orage. Mais en même temps qu'ils maniaient l'arc, ils se protégeaient avec leurs boucliers, si bien qu'aucun trait n'atteignait sa cible. « Arrêtons, dit Ferdiad, ce n'est pas le moyen d'en finir. Nous étions autrefois de force égale au jeu de la lance. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui. » Ils combattirent jusqu'au soir, chacun reçut 7 blessures, mais à la nuit, aucun n'avait terrassé l'autre. Cuchulainn donna à Ferdiad la moitié des remèdes que lui dispensait le médecin des dieux, et Ferdiad partagea avec lui les provisions que Mève lui faisait parvenir. C'est bien que le lendemain, ils reprirent le combat avec des forces intactes. « À toi de choisir, dit Ferdiad. » Cuchulainn présenta sa longue épée. Ils croisèrent le fer toute la journée sans se départager. Comme la veille, la nuit venue, ils mirent en commun vivres et onguents. Le 3e jour, Ferdiad opta pour le glaive court. En vain, ils se séparèrent le cœur lourd, car ils avaient acquis la certitude de n'aboutir à rien, à moins de recourir au procédé secret que Skatak n'enseignait qu'un seul élève à la fois. En raison de leur métier, ils avaient scrupule à en user. Pourtant, il fallait en finir. Cuchulainn s'impatientait, car pendant qu'il luttait, des détachements de l'armée ennemie passaient la rivière. Ce soir-là, ils ne partagèrent plus rien. Le 4e jour, ils posèrent leurs armes sur la rive et ils avancèrent au milieu du gué pour lutter à main nue. Si puissante était leur étreinte que les rivets de leurs cuirasses sautèrent à la première empoignade. Mais il devint rapidement évident que dans ce corps à corps, aucun des deux ne prendrait le dessus. Alors Ferdiad déclara « Tu dois le savoir, Skatak m'a enseigné une chose qu'elle n'a appris qu'à moi. Quand la force et l'habileté ne sont d'aucun secours, il n'est pas honteux de vaincre par la ruse et la tromperie. » Tout en parlant, il avait tiré un poignard dissimulé sous sa cuirasse. Il emporta un coup dans la poitrine de Cuchulainn. Celui-ci chancela sous le choc, mais parvint à rester debout. « La leçon est sévère, dit-il, en reculant jusqu'à la rive. Mais il faut que tu le saches. Skatak m'a confié une chose qu'elle n'a donnée qu'à moi. » Il se pencha et ramassa une lance. Ferdiad blêmit, car elle avait reconnu le Gaeblog, l'arme magique qui ne manquait jamais sa proie. Cuchulainn n'eut qu'à écarter les doigts pour qu'elle se précipite sur Ferdiad et mette fin à ses jours. Si nombreuse était l'armée des royaumes alliés que ces 3 jours avaient tout juste suffi à laisser passer l'avant-garde, mais le duel contre Ferdiad avait épuisé Cuchulainn. Sa blessure saignait abondamment. Certes, à la nuit tombée, les remèdes de Dianect, charriés par la rivière, rétabliraient ses forces, mais le soir était encore lointain. Soudain, il vit apparaître un cavalier blanc portant un manteau doré bordé de rouge. Sa cuirasse flamboyait au point que, ébloui, Cuchulainn ne parvenait pas à distinguer ses traits. L'inconnu lui dit « Depuis des jours et des nuits, mon fils, tu retiens l'ennemi sur ce gué.
Repose-toi, jusqu'à ton réveil, je le garderai pour toi. Cuchulainn s'endormit en confiance, car le cavalier n'était autre que le dieu Luc. Cependant, Neve enrageait. Elle ne se contentait pas de savoir que ceux de ses guerriers qui s'étaient infiltrés ravageaient l'Ulster à la recherche du brin de Cuange. Désormais, oubliant le motif de cette expédition, elle donnait libre cours à son ambition. Pourquoi ne pas s'emparer de l'Ulster tout entière, en mettant la main sur Emain Macha, sa capitale, avant la guérison des Ulates? Aussi, dès l'aube du lendemain, dépêcha-t-elle guerrier sur guerrier pour défier Cuchulainn, mais aucun ne résistait assez longtemps à la fureur du héros pour permettre à l'armée d'avancer. À la fin, elle dut se résoudre à envoyer Fergus en personne. En le voyant arriver, non plus en messager comme la première fois, mais harnaché et casqué comme un homme prêt à combattre, Cuchulainn éprouva une grande tristesse. « Ne m'oblige pas, ô toi qui m'as accueilli dans mon jeune âge, à te tuer comme j'ai dû tuer mon ami Ferdiad. »« Cela ne sera pas nécessaire, répliqua Fergus. Tu as tenu assez longtemps aujourd'hui. La faiblesse des hommes d'Ulster touche à son terme. Les armées de Concobar pourront désormais défendre le royaume. Toi, tu peux quitter ce guet sans faillir à ton devoir. Refuse le combat. Enfuis-toi devant moi. Plus tard, si tu me le demandes, je m'enfuirai devant toi et ton honneur sera sauf. » Cuchulainn accepta le marché. Neve en tête, les envahisseurs purent enfin pénétrer en Ulster. Mais ainsi que Fergus l'avait prévu, les troupes de Concobar les attendaient dans la plaine du Muirthemne. Le choc fut terrible, car immense était la colère des Ulates et plus grande encore leur bravoure. Au 7e jour de la bataille, alors que son armée fléchissait, Neve fit appeler Fergus, qui commandait des troupes fraîches gardées en réserve. « Il est temps, dit-elle, que tu te mêles à la bataille. Si tu ne veux pas répandre le sang de tes frères, tue au moins Concobar. Privés de leur roi, les Ulates se rendront. » Fergus revêtut sa cuirasse, monta sur son char et entraîna son armée. L'irruption de ces renforts menaçait de renverser l'équilibre au détriment des Ulates, qui, désavantagés par le nombre, avaient dû jeter d'emblée toutes leurs forces dans la bataille. Déjà les premiers rangs reculaient quand un char au galop se fraya un passage dans la mêlée. La voix de Cuchulainn domina le tumulte des armes. « Fergus, le moment est venu de tenir ta promesse. » Sans discuter, Fergus tourna bride. Voyant leur chef s'enfuir, ses hommes décontenancés détalèrent à leur tour. Ce retrait inattendu des renforts donna le signal de la déroute générale. Les troupes des 4 royaumes repassèrent en débandade la rivière qu'elles avaient eu tant de mal à franchir. Neve avait donc perdu. Pas vraiment. Une bonne nouvelle l'attendait à son retour dans sa ville de Croatia. Un des détachements infiltrés, pendant que Cuchulainn luttait contre Ferdiad, avait découvert où Daré cachait le brin de Cuange, et s'en était emparé. Neve n'avait pas pu conquérir Emain Macha, mais elle était désormais plus dotée qu'Ailil et pourrait régner son partage sur le Connacht. De sa vie, elle n'avait jamais vu une bête aussi impressionnante. Au moindre de ses mouvements, les muscles du colosse roulaient sous son cuir. Ses naseaux fumaient d'une perpétuelle colère. Dans son nez couvait l'incendie d'une folie meurtrière. On installa le brin de Cuange dans un pâturage à l'herbe grasse, ceint de hauts murs de pierres sèches parmi un troupeau de 50 génisses. Or voici que le taureau, négligeant les femelles, hume l'air et pousse 3 mugissements terribles. Le beau cornu l'entend, répond à ce défi. Les 2 fauves bousculent murs, enclos et barrières, dans leur hâte de se rejoindre. Leur galop jette l'effroi sur les chemins qu'ils empruntent. Ils sont enfin face à face, grondant, agitant leurs cornes aussi aiguisées que des javelots, éventrant la terre de leurs sabots tranchants. Soudain, ils se jettent l'un contre l'autre. Le fracas de leurs fronts, entrechoqués, est semblable au tonnerre. Dans toute l'Irlande, ils résonnent. Affolés, les bêtes se précipitent dans leurs tanières et les hommes n'osent plus quitter leur maison. Tout le jour et le lendemain encore, et cela pendant une année entière, les 2 taureaux se battent. Dans leur lutte, ils parcourent les 4 royaumes, ravageant sous leurs sabots les champs et les vergers, abattant les fenils, enflammant par la chaleur de leur souffle les meules et les greniers, jetant bas les fermes d'un seul coup de queue, accumulant en total plus de dégâts que la guerre n'en fit en Ulster. Malheur à qui tente de les arrêter. Aucun filet, aucun mur ne peut les retenir. Le sang qui ruisselle de leurs plaies empoisonne les rivières. Jamais ils ne dorment, jamais ils ne boivent, tout entier soutenus par leur fureur. Au bout d'1 an, cependant, le beau cornu finit par succomber à l'épuisement et à ses blessures. Le brin de Cuange s'approcha du cadavre de son adversaire, le huma,
Puis il leva les naseaux vers le ciel et lança un long meuglement pour proclamer sa victoire. Tous ceux qui entendirent ce cri en conçurent un tel effroi que leurs membres refusèrent de les porter pendant 3 jours. Alors le brun reprit le chemin de l'Ulster. Il franchit la rivière que Cuchulainn avait si longtemps défendue seul contre toute une armée. Et là, au centre de la plaine de Muirthemne, il s'écroula à son tour et perdit la vie. Ainsi se termine le récit d'une guerre indigne connue en Irlande sous le nom de Táin Bó Cúailnge, la razzia du taureau du Cuailnge.